la naissance. C'est quand tu vois le premier ballon. Mon père me faisait dormir avec un ballon. Il disait, bah voilà, c'est ça qui va te rendre heureux. Au quartier, on choisit les joueurs. J'ai jamais voulu aller derrière, j'ai jamais voulu aller au milieu et j'ai jamais voulu aller encore moins dans les buts. Il y avait la porte de l'église et là, je frappais à la volée, pied droit, pied gauche. Tous les week-ends, on était sur les terrains parce que la mère adorait le foot. Et j'avais qu'une idée en tête. Moi, c'était l'avant-match, la mi-temps et l'après-match. D'aller frapper au but. Au début, moi, je savais que marquer des buts. Je savais même peut-être même pas jouer au football des fois. Mais par contre, je marquais des buts. Moins de 13, moins de 14, moins de 15, moins de 16. Non, je voulais être que attaquant. Jouer à notre poste, milieu, défenseur ou gardien de but. Non, merci. Moi, je me rappelle quand j'étais trop petit, chaque fois que j'avais le ballon, donc j'avais envie de faire, c'est frapper dans un but, frapper dans un mur, frapper pour marquer. Ils consacrent leur carrière, presque leur vie à ce but. Un tir raté et ils sont maudits par tout un club. Une frappe réussie et ils sont bénis par tout un pays. Ces footballeurs-là jouent sur un fil, conscients que leur sort peut basculer à chaque minute. Mais ils gardent dans un coin de leur mémoire leur plus grand exploit, l'un de ces gestes qui font d'eux des joueurs à part. C'est Rennes. Le ballon de, je crois que c'est Jaurès, côté gauche, qui met un ballon. Le ballon rebondit, il y a Paisley, il y va à la tête, mais ça le lobe. Et je suis côté droit, mais vraiment excentré. Et je frappe fort, bam, premier poteau. Et Durand, il bouge pas. Je me rappelle, il est comme ça, il bouge pas, il passe. Mais un boulet, quoi. Un boulet. L'instinct, c'est jouer comme tu le sens. Parce que si je commence à réfléchir, on peut même pas penser à frapper de là où j'étais. Et j'ai dit, je l'attends. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver? Et je tente, ça rentre. Il y avait Guy Varche aussi qui avait mis un but comme ça à Marseille. Juste avant les 5 dernières minutes, je demande à l'arbitre combien de temps il reste. Il me dit, allez, 5 minutes. Et là, je frappe, j'étais quasiment excentré, j'étais quasiment au poteau de corner. Et je frappe de l'extérieur du pied, et puis il y avait Lucarno posé. Et puis je regarde encore, c'était le maçon qui était dans les buts. Puis je le vois à terre dans ses 5,50. Puis il me regarde, il fait. En disant, c'est pas possible. Mon plus beau but pour moi, c'est celui de France-Belgique. Match amical, c'était avant le championnat d'Europe 92. Je crois que j'étais à peu près pour un penalty ou juste derrière. Et je voyais le défenseur qui arrivait pour contrer le ballon. Et je me suis jeté avant lui. Et je l'ai pris pratiquement à sa hauteur de tête. Et l'homme, quand il a plongé, le ballon était déjà au fond. Et ça a été d'une soudaineté, d'une force inouïe. Aujourd'hui encore, je pense que c'est celui qui est le plus impossible à faire. Il n'y a que moi qui ai pu penser à un moment, j'étais capable déjà de la toucher et de la mettre au fond. C'est des gestes que si tu n'es pas buteur, tu peux pas les tenter. Tu tentes pas parce que tu n'as pas... Je sais pas. C'est quelque chose qu'il faut... il faut être égoïste pour être buteur. C'est dur à dire, mais les buteurs sont égoïstes. Pour moi, c'est l'instinct de buteur. Après, soit tu l'as pas, je pense. C'est une expression qui revient souvent. Derrière ces frappes parfaites se cacherait un secret que ne partageraient que quelques joueurs, l'instinct du buteur. Il faut être égoïste, peut-être même présomptueux pour imaginer marquer en frappant d'aussi loin, pour ne compter que sur soi-même. Mais en quoi consiste vraiment cette sorte de sixième sens ? Tous ces joueurs ont écrit l'histoire du championnat de France. Ils ont remporté des titres, battu des records ou en sont devenus le meilleur buteur pendant une ou plusieurs années. Certains ont terminé leur carrière, d'autres ont brillé ces dernières saisons.
Mais tous ont au moins un point en commun. C'est une obsession. Pour un attaquant, marquer des buts, c'est une obsession. C'est son oxygène. Là, si on gagnait, j'étais triste. C'est comme ça. Tu gagnais 3-0, je faisais la gueule dans le vestiaire parce que je n'avais pas marqué. J'ai un caractère de con quand je marque pas, c'est... Oh là là, j'étais chiant, c'était pas possible. Moins de 15, moins de 16 ans. Après, ouais, si je marquais pas, je devenais fou. Quand je marque pas et qu'on gagne, je suis énervé aussi, quand même. Un peu moins parce qu'on a gagné, mais ça passe pas, ça passe pas. Il faut que je marque. Le plus que je suis resté, je crois que c'est 4 matchs à marquer. Mais c'était une horreur pour moi. Et je me souviens que lorsque j'étais à Bordeaux, Aimé Jacquet croisait ma femme après un match comme ça, parce qu'on allait dans les salons. Et Aimé, il disait, oh là là, il va m'emmerder toute la semaine. Et parce que j'étais omnibulé par ça, j'étais en manque. Alors maintenant, j'en rigole parce que bon, ça fait plutôt rire. Mais à l'époque, ça faisait enrager mon coach. Parce qu'il regardait, il disait, qu'est-ce qui t'arrive? On a gagné 3-0. Bon, j'ai dit quoi, j'ai pas marqué. Ouais, je suis déçu, ouais, c'est tout. C'est typique buteur. Moi, je sors, je fais la gueule. J'ai marqué, je sors, je fais la gueule, je traîne les pieds. C'est pas égoïste, c'est pas méchant. C'est que on veut voir le gardien à terre, on veut courir vers le public, on veut donner cette joie. Moi, par exemple, à l'entraînement, c'est loupé un ballon. J'étais fâché de la même manière quand j'ai loupé un match. C'est une obsession que j'ai fait. moi j'étais comme ça, mais parfois, je pense que c'était trop même. Quand même. Sans même un regard vers leur cible, en quelques dixièmes de seconde, ces joueurs-là décident de tenter leur chance. Souvenir de but, marqué presque les yeux fermés. Cette année, la reprise de volley à Sochaux. Voilà, le deuxième but sur un très bon centre de Lolo. Je me pose pas de questions et on en revient au buteur qui la prend en une, alors que c'est quand même assez difficile. Donc c'est où je l'envoie au-dessus de la tribune ou je la mets au fond. Voilà. Comme si à cet instant sur le terrain, ces attaquants ressentaient le but au plus profond d'eux-mêmes. Pour ce but-là, je me suis surpris parce que d'habitude, je contrôle un peu et tout, mais là, j'étais en dehors de la surface. Je regarde même pas le but pour vous dire et je sais pas, je l'ai senti et ça a fini à mi-temps. Je sais où je trouve le but dès que j'ai le ballon et des fois, je regarde même pas la cage. Par exemple, je vais feinter un centre et je vais tirer. Ici, j'avais des repères. Les gens vont dire, il est fou. J'avais des repères du côté du virage nord à l'époque. La publicité, c'était 3 Carrefour Lyon. Il y avait un DR de Carrefour. Quand je courais comme ça, j'arrivais par rapport au premier poteau. Je savais où j'étais par rapport au R de Carrefour. C'est des choses à Bordeaux. Il y avait sur le côté où on rentrait sur le terrain, parce qu'à l'époque, on rentrait derrière le but. Il y avait les 16 mètres, la demi-lune des 16 mètres. Entre la demi-lune des 16 mètres et l'angle des 16 mètres, il y avait une bouche d'arrosage qui était sur la ligne. C'était un espèce de truc en synthétique. Et je savais, quand j'étais là, je savais où j'étais par rapport au but. Parce que vous ne pouvez pas regarder par terre le ballon et regarder, et vous savez. Sylvain Wiltord aussi a su, alors qu'il ne restait que quelques secondes à jouer en finale de l'Euro 2000. C'est là vraiment que j'ai eu l'instinct du buteur. J'ai anticipé un peu la déviation de David. Je vois un dégagement, je dis tiens, David, il est grand, il va la toucher. Et ben, je fais les déplacements nécessaires pour me retrouver à la réception du ballon. Et en demi-seconde, j'enchaîne. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 rebonds avant de frapper. Je pense que si je frappe tout de suite, je marque pas. Et j'ai vraiment fait le déplacement nécessaire pour pouvoir mettre cette frappe du gauche, pour avoir un peu de force et pour bien la décroiser pour 40, quoi, tout simplement. L'instinct du buteur, c'est aussi cette énigme, ce mystère qui semble inexorablement diriger le ballon vers un attaquant. Le flair, l'anticipation. Alexander Frey en avait fait sa spécialité. Mais comment un joueur peut-il donner l'impression d'aimer un ballon au point de l'aimanter ? D'être là-bas et puis de savoir, de sentir peut-être un peu où le ballon va tomber, où le ballon va arriver,
ça. Les buteurs, je crois que c'est, on dit, c'est d'avoir le nez. Et puis je crois que c'est surtout un cadeau, voilà, que Dieu vous a donné. J'étais pas un grand technicien, mais c'est nécessaire, c'était quelque chose. Parfois, j'ai marqué 2 buts. Je me rappelle de Mario Yepes, de Marcel Gaillard. Ils me disaient, putain, c'est incroyable. On est tous dans la surface. Et le ballon, il tombe dans la tête d'une, tombe dans la tête. Et le ballon, il vient pour toi. Mais pourquoi il vient toujours pour toi? C'est là que tu commences à bouger dans la surface. Et j'ai commencé à sentir, bon, elle va tomber là, elle va tomber ici. J'ai commencé à me préparer. Une joueur qui n'est pas attaquante, elle s'arrête. Moi, non, moi, j'étais un petit pas, un petit truc pour... Je savais que le ballon va tomber là. Pour moi, c'est toujours une histoire de chance. Je sais pas, il y a des grands attaquants qui ont jamais eu cette chance-là. Mais au bout d'un moment, quand tu le recherches, je dirais, plus tu le recherches, au bout d'un moment, ça vient sur toi. L'instinct du buteur, c'est sentir le bon moment où il faut se placer, sentir où le ballon va arriver, sentir les courses qu'il faut faire et ensuite avoir la rage, dès que le ballon arrive, de la mettre au fond. Je n'étais pas particulièrement un buteur parce que je jouais aussi souvent sur les côtés, mais j'ai essayé de prendre exemple sur les autres attaquants, de regarder beaucoup de matchs à la télé, de voir les attaquants, comment ils bossaient, comment ils réagissaient, et à chaque fois essayer de prendre exemple sur eux. Observer, imiter. Il faut croire que d'une génération à l'autre, le talent peut se transmettre. Ces champions sont nés buteurs, mais ils ne le sont vraiment devenus qu'au contact d'un maître, admiré durant leur formation. J'étais à Bordeaux. Après un match, j'avais marqué 2-3 buts. Jean-Pierre Papin, il arrive au vestiaire et je le connaissais pas. Il me demande un maillot pour s'enfuir. J'ai dit, putain, Jean-Pierre Papin, il me demande un maillot. C'était une des attaquantes que j'admirais beaucoup. Moi, pour avoir 2 titres de meilleur buteur, je pense que ce qui m'a servi, c'est tout simplement la cassette que j'ai pu voir de Jean-Pierre Papin à cette époque-là, qui travaillait à Marseille notamment, était très fort et très adroit dans les reprises de volée. J'ai eu un peu le déclic, et c'est marrant, avec Stéphane Guivarch, qui lui, c'était marrant parce qu'il s'entraînait pas beaucoup, mais il frappait tout le temps, quoi, dans toutes les positions, pied droit, pied gauche. Il avait cette détermination, il savait où était placé le but. Alors je me suis un peu imprégné de ça, et c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai frappé, tenté du droit, du gauche. C'est il a une carrière, Sylvain. Ouais, que ce soit à Bordeaux, Arsenal, ouais, quand j'étais avec lui, franchement, devant le but, c'était impressionnant. C'est relax, sans pression, c'est relâché, c'est bon à voir. Comme s'ils appartenaient à un ordre où chacun tente de faire sien les plus beaux gestes des autres. Une confrérie où l'on enseigne que le talent ne suffit pas s'il ne s'accompagne pas du travail. L'art du buteur est à ce prix. Au départ, le sang-froid, tu peux l'avoir. C'est inné. C'est comme le sens du but, c'est inné. Mais tout le reste, ça se travaille. Tout le reste, ça se travaille. On voit beaucoup d'attaquants, une fois que les séances sont finies, ils partent, ils vont au vestiaire. Mais c'est pas ça. Il doit faire un petit peu de travail supplémentaire, à mon avis. Devant le but, de la droite, de la gauche, la tête, que le pied droit, que le pied gauche, se tourner dos au but, placer son ballon, arriver seul devant le gardien, le dribbler, lui piquer le ballon, enfin se donner le maximum d'options et de possibilités. Pendant 8 ans, tous les jours, j'ai travaillé mes gammes entre 30 et 1 heure, quoi. Après l'entraînement. Je me fais en fait des films, petites images comme s'il y avait un défenseur ou quelque chose. J'essaie de les mettre dans des endroits où je me dis, voilà, c'est là que c'est difficile. Si j'arrive à les mettre ici, à travailler tout le temps, je pense qu'en match, si je la mets là, le gardien ne peut pas la prendre. Souvent dans ma carrière, je me suis mis 5-10 ballons, et puis de différents coins des 16 mètres. Et puis j'ai mis quelques trucs dans le but, c'est-à-dire des poteaux, encore de plus, et puis simplement pour avoir le geste, et puis de 5, 10, 15 ballons, pas plus, parce qu'après ça devient fatigant, mais entre 5 et 15 ballons, pour avoir le geste, quand vous êtes dans cette position, que vous savez tout de suite, sans voir le but, mais de sentir où il est le but. Ce qui fait qu'à la fin, j'étais tellement habitué à faire le même geste qu'il en arrivait un dans le match, et que souvent je le mettais au fond, quoi. Un homme comme Eric Gaetz me disait, parce que nous on faisait souvent du travail devant le but, et nous on prenait souvent ça à la rigolade. Pour nous c'était un amusement, et lui il était pas très content. Il nous disait d'être concentré sur le contrôle qu'on va faire avant la frappe, contrôler, enchaîner vite, pour même si on la met à côté, tant pis, mais essayer de répéter les situations de match. Guiraud aussi m'a appris ça, les gardiens c'est pas tes amis. Donc que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, un tueur. Quand j'étais dans mon petit club à Fontaine,
je pouvais dribbler tout le monde. Les adversaires, mes partenaires, même le dirigeant adverse, on me disait que c'était bien. Et quand je suis arrivé à l'OL, il y a des gens qui m'ont dit « Toi, tu joueras dans certaines zones, tu vas jouer 3 touches de balle. C'est pas la peine de prendre le ballon à 50 mètres, partir en dribble, parce que toutes les forces que tu vas laisser, c'est des forces qui vont te manquer au moment où il va falloir finaliser. » Et moi, je me suis dit « Mais ils m'en veulent, ils me punissent. » Mais ça m'a fait passer un palier énorme. Pour moi, ça n'a pas été un hasard, quoi. Il n'y a pas de hasard. Peut-être que j'avais le don de marquer des buts, mais je suis devenu ce que je suis devenu après, parce que j'en ai bouffé plus que les autres. Jean-Pierre Papin incarne pour toute une génération l'efficacité, mais aussi le spectacle, depuis un soir de 1986. OM Racing, c'était face à Pascal Olmeta en plus. Elle est arrivée de derrière sans Louis Anon, qui a une grande transversale. Et je l'ai prise de voler à la sortie des 16 mètres 50. Et elle est partie pleine lucarne. Donc ça, c'était vraiment la première papinade. Auxerre, c'était une longue touche de Mathieu. Je crois qu'il y a 2 joueurs en fait d'Auxerre qui se parlent mal. Et moi, j'étais en dos presque sur les 18 mètres, je crois. Et là, je tente la bicyclette sans me poser de questions et elle va au premier poteau, petit filet et but. C'est des buts à la JPP, ça. Ah ouais. Chaque but est un chef-d'œuvre. Chaque but est un chef-d'œuvre parce que t'as jamais 2 buts qui se ressemblent. À chaque fois, il faut t'inventer quelque chose. Un ballon simplement poussé 1 mètre devant le but aurait donc la même valeur qu'un retourné acrobatique. Papin n'est pas le seul à le penser. Le résultat plutôt que la manière. Éloge du but de Racro. J'ai marqué un très beau but à Caen cette année. Je crois que je la prends du crampon. Elle passe en dessous là. Elle passe en dessous le bras du gardien. Je m'en souviendrai toute ma vie, là, même s'il était archi moche. Il n'y a pas de beau but. J'ai qu'une seule idée en tête, c'est que ce ballon, il franchisse cette fameuse ligne et que l'arbitre désigne le rond central. Moi, je laisse ça au numéro 10, c'est eux les créateurs. C'est eux qui doivent faire des belles choses, les Zidane, les Messi. Nous, on est là pour mettre au fond. C'est beau, c'est pas beau, on s'en fout. Le résultat, c'est... Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Si vous tirez de 40 mètres dans la lucarne ou de 1 mètre, vous poussez le ballon derrière la ligne, ça compte un but. Et puis chaque but a sa beauté et chaque but est unique. Mais le geste ne compte-t-il vraiment pas? Pour certains de ces attaquants, l'art du buteur consiste aussi à imaginer, inventer, oser un geste hors du commun. Voilà pourquoi ils gardent tous une affection particulière pour une de leurs créations. Je dis la vérité, j'étais sur le côté, un peu, je reçois la balle dos au but, je tente. C'est ce que je voulais faire, tenter un geste comme ça, talonnade, ça passe un petit peu. Je fais conduite de balle, je feinte et je frappe, ça repasse un petit peu au gardien. Donc c'est des beaux buts que tout le monde aime. Même moi, j'étais un peu surpris, mais bon, après j'ai dit, bah, je vais aller au bout, je vais tenter ma chance. Donc ça, c'est un très beau but. Ouais. Avec Lyon contre Monaco, j'ai vu ce but dans ma tête dès le départ du ballon. C'est-à-dire que j'ai un ballon profondeur de Eric Carrière, je suis excentré, je suis sur le côté gauche, et Porato qui est dans le but. Quand le ballon il part, je regarde le but, je vois que Porato il sort, il s'arrête, et dans ma tête, je me suis dit, je veux faire ça. Cette but contre Barthez, en plus contre Barthez, le meilleur gardien dans le monde, champion du monde. Tu arrives à Paris, ton premier match contre Marseille et contre Barthez, tu marques 2 buts, 2 bons buts, je me rappelle toujours. Si je marque un but, n'importe quel endroit, c'est toujours important, mais si tu marques un but plus joli, c'est plus important. Quand le buteur fait de la beauté l'un de ses objectifs, il y pense jour et nuit. Il imagine le geste le plus pur, le mouvement le plus fou que peut-être il réalisera un jour. Il prend le risque de l'art. Moi, je suis un artiste, moi. Non, c'est vrai, je me suis retrouvé très rarement en dehors de la surface, mais c'est vrai que quand on y arrive, c'est être un peu un artiste, quoi. Je me rappelle d'un but, un lance Bordeaux très important vers la fin, et je mets une frappe des 28 mètres sous la barre. Je me suis dit, wow, pas mal quand même, et je me suis dit, je suis un peu artiste dans l'âme, quoi. Si tu marques et t'as la classe en même temps,
C'est beau à voir, c'est beau pour les gens aussi. Tu procures beaucoup de choses aux personnes qui te regardent. Parce que quand les gens viennent au stade, c'est pour voir du spectacle, pas voir que des buts. Ils veulent voir du beau jeu, quoi, aussi. Si j'arrivais de jouer à PlayStation, que ce soit FIFA ou PES, les jeux que tout le monde connaît, c'est de tenter des gestes. Et après, on sait très bien que dans les jeux vidéo, on tente des gestes de fou et ça rentre. Et après, tu te dis, pourquoi pas faire ça en match? C'était contre Marseille. Je vais essayer de faire une chose que je faisais le matin à l'entraînement. Et puis je l'ai réussi un jour en match. Je posé le ballon comme un droitier. J'ai pris la course d'élan comme un droitier. Puis quand je suis arrivé comme ça, j'ai fait ça. J'ai frappé extérieur pied gauche comme ça. Et j'ai mis à la gauche du gardien, à ma droite à moi comme ça. Et c'était Gérard Mijon, le gardien de but. Ça a été un moment, un truc de fou. Des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien mettre une retourne acrobatique ou des choses comme ça, but en coup du foulard. Mais bon, c'est que des rêves. Les nuits d'avant, je pense, j'aime bien imaginer des buts que je pourrais marquer. Des fois, je rêve même de marquer des buts contre des équipes que je vais jouer contre qui je vais jouer le week-end. Il y a des buts aussi que je me suis mis un peu dans la tête, passement de jambes, des choses comme ça que j'ai réalisé par la suite. Donc voilà, pourquoi pas un jour mettre un amorti de poitrine, retourne acrobatique. Ce sera un beau but. Apprivoiser son instinct, maîtriser son geste à force d'entraînement, voilà poser les bases de ce métier de buteur. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre tout cela en œuvre, un soir de match. Vraiment différent, vraiment différent. Parce que j'aime la musique fort, en semaine, j'aime bien mettre la musique, j'aime bien la télé fort, tout fort. Et le jour du match, j'aime être calme. Écouter de la musique, mais dans mon casque, dans mon univers, pas trop me disperser. Je prie avant les matchs. Oui, j'aime les trucs. Avant d'entrer sur le terrain, j'ai toujours été sur le côté, dans la douche. Pour demander à Dieu que je marque et que je gagne. Je pense qu'avant les matchs, il faut être dans sa bulle. C'est pour ça que je comprenais pas l'année dernière quand on me parlait des histoires des écouteurs, de pas des écouteurs. Ça, c'est des conneries. Après, quand t'es sur le terrain, t'es sur le terrain. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler de t'es pour rien du tout. Regardez les Anglais, ils écoutent de la musique avant les matchs à fond dans les vestiaires. Ce que j'ai appris du championnat anglais, c'est que il y a la musique, quoi. On joue à 15h, il y a la musique jusqu'à 14h30, 14h35. Les mecs, ils dansaient, rigolaient. On se coupait même les cheveux. Et après, quoi, les mecs sur le terrain, c'est des tueurs. Et je me suis imprégné de ça. Les 5 premières minutes de match, je touchais pas le ballon. Moi, c'était dans l'analyse de jeux adverses, l'analyse de mon équipe, à quel côté j'allais faire les appels, comment j'allais utiliser les espaces, décrypter le jeu. Ça me dérangeait pas de pas toucher le ballon parce que j'étais dans l'étude de l'équipe adverse. Je regardais le gardien à l'échauffement. Et à l'échauffement, je savais qu'il y avait une faille. Je savais qu'il y avait un côté où il était moins bien. Je faisais une chose qui était un peu folle, j'en ai rarement parlé. Je longeais la ligne de sortie de but et j'arrivais, je me mettais contre le poteau de but, je prenais le poteau de but, alors je passais mon bras à travers le carreau du filet et puis je regardais, je fixais la ligne de but comme ça. Et je la regardais et je me disais, toi tout à l'heure tu vas faire passer le ballon là, tu vas faire franchir la ligne blanche au ballon. Cette ligne blanche, c'était quelque chose comme la ligne d'arrivée pour un cycliste. Je me souviens que Bernard, non, j'allais souvent avec lui au stade de Gerland, ça va. Il me disait de toucher un peu les filets, des choses comme ça. J'étais là et je ne pensais qu'à ça. Quelqu'un aurait pu me parler, quoi que ce soit. C'est pas la peine, je ne voyais que cette ligne blanche comme ça et ces filets qui bougeaient. Mais en plus, quand j'allais avec lui veille de match, à chaque fois le lendemain, je marquais. Donc après, ça devenait un peu une habitude. En attaquant, il est toujours un peu superstitieux. Il va toujours chercher le truc où essayer de mettre toutes les chances de son côté pour marquer. J'ai pas de superstition, non. Si, peut-être que je mets du parfum sur mon maillot avant le match. Ah, c'est tout ce que je fais. Quand tu marques,
tu veux plus changer de chaussures. Je ne laissais jamais quelqu'un d'autre mettre les pieds dans mes chaussures. Parfois, même avec le slip, tu joues avec un slip. J'ai commencé à marquer, j'ai joué toute ma carrière avec le même slip. Avec toute ma carrière, toute l'année. Avec le maillot que tu joues au-dessus, c'est la même chose. Il y avait un match à Villarreal jusqu'au chauffement. J'avais toujours pas mes chaussures. J'avais demandé à des gens d'aller me chercher les chaussures parce que je les avais pas. Et ils ne trouvaient pas. Et dans le chauffement, j'étais pas dans mon chauffement, pas avant que les chaussures arrivent. Les chaussures sont arrivées. J'ai joué avec mes chaussures neuves et j'ai marqué de la tête. Voici donc le buteur sur le terrain, concentré, obsédé par ce but, mais confronté d'emblée à un homme qui passera le match à tenter de l'arrêter. Parfois plusieurs défenseurs qui ne le quitteront pas pendant plus de 90 minutes. Comment s'en défaire? Comment réagir quand les mots ou les coups finissent par blesser? Là encore, chaque buteur a ses secrets. Il faut être intelligent, bien se placer, voilà. Même à la rigueur, parler avec le défenseur. Fais attention, je vais marquer, prépare-toi, ton lacet, regarde à droite, en fait je vais à gauche, ça va toi, tu vas bien. Tu vois, blaguer en fait avec le défenseur, même si c'est vrai qu'il est concentré, automatiquement, ça lui rentre aussi dans un coin de la tête, quoi. J'essaye pas de rentrer dans son jeu, et j'essaye d'anticiper ce qu'il va faire, j'essaye de, chaque fois que j'ai la balle, de faire une touche de plus que lui pour le surprendre. Voilà, c'est ça en fait. Sur le contrôle, le surprendre par mes courses, des fausses courses, de faire un peu de la nonchalance, comme si j'étais pas concentré et d'un coup repartir. Un duel âpre, parfois violent, quand la beauté du geste n'a plus vraiment d'importance. En France, j'ai dû plutôt m'échapper des duels. 76 kilos, c'était peut-être pas mon jeu d'affronter vraiment des gabarits de 1m90 et puis 90 kilos. Alors il fallait trouver un autre moyen pour marquer. Mais plus de coups j'ai reçus, je crois mieux j'ai joué. Ça donne une espèce de rage, ça te motive peut-être encore plus. Puis on a des défenseurs qui parlent beaucoup et puis qui t'insultent aussi. Je dis pas bêtement, mais qui t'insultent aussi. Écoute, voilà, petit Suisse, aujourd'hui tu vas pas marquer, voilà. Et après ça te donne une quelque fierté aussi. À l'époque, je peux vous dire que ça verbalisait, hein, ça tapait. Hein. Et moi, quand j'ai débuté à 17 ans, au bout de 5 minutes, il y a le défenseur qui était derrière moi, il s'est absolument rien passé. Il y a 5 minutes que l'on jouait. Il m'a dit, toi petit, là, avec tes jambes, je vais faire de la sueur. Et bon, c'était comme ça. Mais il y avait la parole, mais il n'y avait pas que ça. Il y a des défenseurs qui sont vraiment méchants et qui veulent vraiment mettre des coups et essayer de blesser l'attaquant. Et ces défenseurs-là, pour moi, je les déteste, quoi. Des fois, ça m'énerve et ça me fait sortir de moi-même. C'est dur de ne pas répondre parce que tu sens qu'il y a de la méchanceté, il a envie de te faire mal et des fois c'est dangereux parce qu'il peut te blesser pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Bon, mais non, on me en donne aussi. Après, il faut les donner intelligemment, il ne faut pas les laisser marcher dessus non plus. Souvent, quand on prend un coup, c'est voir si ça peut être méchant. Il suffit de regarder le numéro adverse et puis après, il faut être intelligent. Ça se fait intelligemment, ça. Je suivais le défenseur. En plus, on se piquait, donc si tu veux, je le suivais non seulement pour lui prendre le ballon, mais de temps en temps, j'avais aussi envie de lui mettre des coups. Il faut se faire respecter. Qu'on peut donner un petit coup aussi, sans que ça soit vu. Mais bon, on n'est pas des chic-molles non plus en étant attaquant. Et puis je pense que le respect, ça montre aussi au défenseur adverse qu'il ne va pas tomber sur un joueur qui va dire amène à tout. Dans cette lutte sans merci, l'attaquant possède pourtant au moins un allié. L'homme qu'il ira remercier le premier sitôt son but marqué. Pas de grand buteur, dit-on, sans grand passeur. Leur relation se forge chaque jour, au fil d'actions menées de concert à l'entraînement. Comment l'un peut-il deviner où l'autre souhaite recevoir le ballon? Il est question de complicité et de tactique. Un buteur a besoin de ses coéquipiers. Il doit avoir une relation très spéciale avec son passeur. Comme j'avais à Auxerre avec Yann Nachuer, c'était... La première année que j'ai arrivé
À Paris, j'avais Fiores qui m'a fait 17 passes de but. Parfois, il m'a dit, t'as vu, Pedro, combien de passes j'ai été fait cette année, je vais te faire le mieux buteur. Et moi, j'ai dit, non, tu vas pas faire le mieux buteur. Moi, je suis toujours mieux buteur. C'est moi, je vais te faire le mieux passeur. Jamais tu as fait des passes de but. Il nous rigolait à cause de ça. Vous êtes un grand buteur, mais si vous n'avez pas de partenaire pour vous donner le ballon, vous êtes un orphelin, c'est tout ce que vous êtes. Et Castro, il ne me connaissait pas par cœur. Et lui, avec son pied, c'était magnifique, il me met de caviar. Tu as un mec derrière toi que tu connais, que tu donnes de caviar, tu es obligé de bouger, tu es obligé de donner toujours une solution à eux. Après, c'est l'attaquant de proposer quelque chose. Et c'est son appel à l'attaquant qui va déclencher justement le fait de se créer une opportunité ou pas. J'ai toujours dit, le premier appel, il n'est jamais pour moi, c'est pour le défenseur. C'est le 12e, il est pour moi. C'est-à-dire que le premier appel, c'était pour démarquer de défenseur. Il savait que je faisais ça. Et alors, il ne me donnait jamais le ballon sur le premier coup, je faisais un appel. Il donnait toujours sur le 12e. C'était une sorte de code qu'on avait trouvé avec les joueurs proches de mes milieux de terrain, si tu veux. C'est que quand je venais au devant d'eux, je la voulais derrière. Et quand je ne venais pas, je la voulais dans les pieds. Mais une fois que tu as compris ça, tu avais compris tout par rapport à ma façon à moi de gérer mon dernier départ, si tu veux. L'attaquant est désormais devant le but, ou plutôt face au gardien, autre acteur clé de ce match de football. Va-t-il tirer à droite ou à gauche? Va-t-il frapper ou crocheter? À cet instant, il n'est plus question de code élaboré avec ses partenaires. Le buteur est seul, tout seul pour décider. C'est un duel, hein. C'est un duel et c'est le plus fort mentalement qui l'emporte. Il te regarde, tu le fixes, il te fixe. Donc lui, c'est de voir le mouvement que tu vas faire pour pouvoir anticiper soit ta frappe, soit ton crochet. Et toi, tu essaies de voir lui qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de te feinter, pour essayer de t'induire en erreur. C'est lui ou c'est moi. Et ce sera moi, tout simplement. Voilà, faut se dire ça en tête. Il faut se dire, ouais, Moussa, t'as plus que le gardien. Et après, bah, c'est le but, quoi. Douter, non. On est le plus fort parce que j'ai le ballon de l'épée. C'est moi qui décide de la fin de l'action. Vous avez l'impression, quand vous êtes en pleine confiance, que dans le dos du buteur, c'est la place Bellecour. L'expliquer, il y a quelque chose. Il y a un peu plus d'espace. Tac, tac, vous frappez vite. Vous faites le geste juste. Et puis il y a des moments où vous arrivez devant le gardien. Vous dites, punaise, mais c'est pas possible, il tient tout le but. On a l'impression que les buts, c'est des buts de hand. Et quand il fait ça, je dis, mais on va le mettre. Et c'est terrible, et quand vous avez ces sensations-là, oulala, c'est compliqué. Ça va vite, franchement, ça va très très vite. Des fois, on a vraiment le temps, on est relâché, on peut viser à droite, à gauche. Mais je peux dire que peut-être 50% de mes buts, c'est pas de la chance, parce que je sais où est le gardien, mais c'est viser le but, quoi. La millième de seconde que tu prends la mauvaise décision, ça peut aller à côté, mais le plus important, une chance sur deux, c'est de cadrer sa frappe, parce que si elle est cadrée, c'est où il y a le gardien, où il y a les filets. Il faut être plus malin aussi, et c'est pour ça qu'il faut travailler à l'entraînement pour avoir une variété aussi dans ta finition, que ce soit de la finesse, que ce soit de la force, que ce soit des feintes de frappe et dribbler le gardien, avoir de la variété. Et c'est ce que j'aurais dû peut-être un peu plus travailler, un peu plus de variété. J'aurais mis peut-être un peu plus de buts. Après, on voit souvent une ombre par rapport au gardien, et faut vite éviter cette ombre, quoi. Soit à droite, à gauche, mais on n'a pas le temps de réfléchir, je crois. C'est quand le ballon en fait est au fond, on se dit j'ai fait le bon geste, quoi. Mais ça va très 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 vite. J'ai regardé des vidéos. J'ai toujours, sur tous les matchs, regardé un point faible du gardien et le point fort des gardiens. Par exemple, Landreau, il aime bien jouer dehors de sa ligne. Là, tu sais déjà, si c'est un ballon dans le dos de défenseur, tu sais déjà qu'elle est avancée. Tu as déjà une solution. Tu peux frapper qu'elle n'est pas dans le but. À deux, tu sais, même qu'au ballon un peu plus loin, tu sais que tu vas arriver pour qu'elle ne sorte jamais. Et là, tu peux jouer. Il y a plein de choses, mais cette deux-là, tu peux en profiter beaucoup. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que des joueurs
dire je regarde pas de match, je regarde pas l'équipe adverse. Non, c'est important. C'était un match contre la Real Sociedad et le gardien c'était Alberto qui jouait. Je savais que le face-à-face, il plongeait tout le temps, il était pas assez agressif. J'ai pas balle au pied et je prends tout mon temps. Je savais qu'il arrivait pas sur moi assez vite et qu'il couchait jamais. Alors je suis arrivé, j'ai fait juste un plat du pied tout doucement parce que je savais qu'en regardant ces matchs d'avant, je me suis dit si j'arrive face à face à lui, je vais faire ce petit plat du pied de son côté gauche parce qu'il est son point faible. Être plus intelligent, plus malin. Comme ce jour où Paoletta se joue de son adversaire sans même toucher le ballon. Mais être aussi plus roublard. Un soupçon de vice quand le gardien approche ferait-il partie de l'attirail des grands buteurs? C'est vrai qu'il y a une technique un peu d'arriver vite, si on est en bout de course, se taper soi-même les pieds, mais j'ai jamais travaillé, je sais pas faire. Oui, il y en a qui l'ont, il y en a qui sont malins, qui ont justement le vice dans la surface notamment. Moi, on m'a un peu titillé parce que j'avais pas encore l'expérience sur ça face à Sochaux, alors que je pouvais tomber pour créer un penalty. C'est les coéquipiers surtout. Ah, pourquoi t'es pas tombé là? Tu manques d'expérience. Ça va venir, t'inquiète. Mais en fait, j'avais tellement envie de marquer que c'est surtout pour ça en fait. Il a fallu trancher. Contrôler ou reprendre de voler, ce dilemme-là ne dure que quelques fragments de secondes, mais les regrets sont ensuite éternels. Un soir de finale, l'enjeu est si grand que le buteur joue plus qu'un match. Ce 12 juillet, Stéphane Guivarch a parfaitement défendu, mais devant le but, il a échoué. La deuxième, grosse occasion, c'est celle où je remporte le duel avec Cafou, en deuxième période. Ah mais là c'est pareil, c'est que c'est bien beau de courir à droite, à gauche, de faire un petit peu le lièvre, de se sacrifier pour le bonheur de l'équipe. Mais après, c'est une question de lucidité. Des fois, le mec sacrifie aussi pour son équipe. Moi, la finale de Bari, je m'en veux, j'ai eu une occasion, je m'en veux de pas l'avoir mis au fond. J'aurais voulu marquer sûr. Mais j'ai peut-être pas fait le bon geste ce jour-là. J'aurais peut-être pas dû la faire voler, j'aurais peut-être dû la tenter pied gauche. J'ai les boules, aujourd'hui quand j'y repense, j'ai les boules. D'ailleurs, j'ai mis un laps de temps à regarder cette finale. Parce que forcément, on se dit, on est buteur, on est toujours... Moi, j'ai cette attirance depuis que je suis petit. Et le jour J, d'avoir deux bonnes situations, c'est dommage. C'est dommage. Bon, maintenant, on a gagné 3-0. Mais je pense que si aujourd'hui, on avait inversé ces deux buts de Zidane et moi, si j'avais marqué ces deux buts, bon, j'aurais été peut-être le roi. Zidane, s'il avait cette qualité technique, il aurait fait la carrière qu'il a fait. Mais ça aurait... Je sais pas ce que ça aurait changé dans ma vie. Mais une question de fierté, je pense que ça aurait été différent. Un buteur doit marquer. C'est une évidence à laquelle aucun avant-centre ne peut échapper. Il ne sera jugé que sur cela. Pourtant, chacun d'entre eux a connu ce drôle de sentiment. Ces gestes manqués et ce doute qui fatalement s'insinue et vous mine jour après jour. À ce poste-là, impossible de cacher ses faiblesses. Les sifflets montent des tribunes, la presse s'en mêle, c'est la part d'ombre du métier. Il bascule en quelques matchs du bonheur au cauchemar. Tout buteur doit s'y préparer. Arrive des moments quand tu commences à douter. Ça, c'est le pire. Tu commences à douter de ta qualité. Tu commences à douter de ton appel. Tu commences à douter de joueurs qui jouent à côté de toi. Et c'est pour ça que ça tarde après. Tu tardes 4, 5, 6 matchs sans marquer. Même le grand buteur, il doute. Il est obligé de douter. Le doute, ça vient un peu à cause des gens, tout ça. Si on est là derrière toi, t'as pas marqué, oui, et t'écoutes et tu commences à rentrer là-dedans, ouais, ça devient difficile. Maintenant, il faut rester concentré, c'est pas grave, faut pas... Moi, personnellement, si je marque pas, par exemple, pendant 2-3 matchs, faut pas penser à tout ce qui se dit autour. Me concentrer pour le prochain match marqué. Donc voilà, moi c'est comme ça et je me laisse pas polluer par ces choses-là parce qu'après c'est difficile quand même. Il te manque une seconde, il te manque le mètre, t'es mal placé, t'es moins bien situé, voilà, tu comprends plus tes copains, ils te comprennent plus, tu fais des courses à l'envers. Et en fait, toi, c'est peut-être pas grand-chose parce que physiquement, t'es peut-être un peu moins bien. Et le meilleur moyen de se redonner de la confiance, c'est non seulement marquer en match, bien sûr, mais d'abord il faut remarquer à l'entraînement. Je pense souvent à Djibril Cissé parce que
moi j'ai eu pas de pépins dans ma carrière et que lui il est revenu après beaucoup de pépins, il a raté des grandes compétitions et il a un mental d'acier. C'est ma force, le mental. Il y a rien qui peut m'abattre. J'ai un match référence Auxerre-Sedan. J'ai dû louper peut-être 5 face à face, mais face à face clair. Et il y a un ballon à la 80, on mène 1-0, ils égalisent 1-1 et là je sentais que c'était pas, si je marquais pas vraiment là, mes coéquipiers, tout le monde ça allait être chaud sur moi. Et Olive il déborde, Capo il déborde à 87e. J'ai fait le pas en avant et je suis en retard et le ballon est derrière. Et je me retourne et avec mon pied gauche légendaire, je frappe un ballon de merde, bam bam, ça rentre. Si je commence à douter, déjà je la frappe pas du pied gauche et finalement je le tente parce que je veux marquer et que je suis quelqu'un de, j'ai une fierté. Et je la rentre et je la tente, elle marque. C'est un but de merde, tu marques. Et là, tu dis, putain, c'est fait. Tu as encore la confiance. Et ça a été pareil à Munich quand j'ai eu toutes ces années galères, cette année galère avec ces 5 blessures en suivant. Le jour où je mets la volée acrobatique qui fait but du mois puis but de l'année, c'est un soulagement sans nom, quoi. Tu te dis, ça y est, je suis revenu, ça y est, j'ai récupéré les capacités, je suis de nouveau capable de le faire. Je dirais qu'il faut enchaîner les buts. Et c'est vrai que c'est ça le plus difficile. C'est être régulier sur toute une saison. Bon, il y en a, c'est des extraterrestres, mais décisif, un match sur 2, c'est être un grand buteur. Ouais. Quand tu as une confiance en toi, c'est déjà faut que tu aies ta confiance, premièrement. Et puis après, la confiance de l'entraîneur, la confiance des joueurs, de tous ceux qui sont autour de toi. Une fois que tu as ça, après sur le terrain, franchement, c'est facile après. Moi, j'ai un exemple. C'était le match face à Valenciennes. Il y a Eden Hazard qui a le ballon sur le côté, il arrive à dribbler un joueur, centre en retrait. Le but grand ouvert. Je tire au-dessus. Et là, j'entends le coach, Moussa, c'est pas grave, la prochaine, baisse pas les bras, c'est tout. Et moi, voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas baissé les bras. Deuxième occasion que j'ai, je prends le ballon, je tire, avec le contré, je crois, Bicevac, et elle va au but. Plus que tout autre joueur sans doute, le buteur doit se sentir aimé. Quand enfin il ressent la confiance de son entraîneur, de ses partenaires, de son public, tout devient tellement plus simple. Moi, j'ai eu une discussion comme ça avec Thierry Henry quand il était à Monaco. Et, j'ai joué un match contre Nice à Monaco. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit, je vais faire gagner le match aujourd'hui, je vais voir le but que je vais marquer. Il m'a dit, comment tu savais ça? J'ai dit, parce que quand on rentre sur le terrain, j'ai dit, Thierry, tu auras ça plus tard. Quand on rentre sur le terrain, on sait qu'on va marquer un but. Quand tu auras ça, tu vas voir, tu vas marquer presque tous les matchs. De marquer, par exemple, 4 buts contre Marseille, c'est de la chance aussi. Parce qu'une journée comme ça, c'est une journée parfaite. Si moi, je me souviens, à la mi-temps, j'avais dit aussi à Kim Kallström, j'avais dit, écoute, je crois qu'aujourd'hui, je peux frapper de 40 mètres et puis elle va finir dans la lucarne. Bon, après, c'était pas 40 mètres, c'était 25 mètres. Mais vous avez des journées, peut-être une fois ou 2 fois dans votre carrière comme ça, mais vous sentez ça tout de suite si c'est aujourd'hui la bonne journée. Dernier match de la saison, tête à tête avec Marseille, on est en tête, si on gagne, on est champion. Je marque le premier but, je dis c'est bon, on est champion. Paris revient, je marque une deuxième fois, je dis c'est bon, on est champion. Non, Paris égalise encore. Ouais, j'ai participé encore à ça. On marque encore dans les dernières minutes, je crois, avec Pascal Feydouno. Cette année-là, je pense que il pouvait rien m'arriver, quoi. Je termine meilleur buteur avec 22 buts. Je frappais du droit, du gauche, de la tête. Ça commence déjà quand vous levez, vous croyez, voilà, vous avez une fraîcheur, vous allez vite. Et puis après, il y a le premier but, il y a un deuxième but qui est là. Après, vous commencez un peu à avoir de la confiance sur le terrain. Vous commencez à oser des trucs que peut-être avant, vous dites, ouais, ça c'est plutôt pour Ronaldinho et puis pour Kaka que pour moi. Et puis voilà, tout à coup, il y a tout qui marche. Et puis... Mais c'est fabuleux les journées comme ça. J'aurais dû avoir plus comme ça dans ma carrière, mais c'est comme ça, hein. On n'y a que 2 ou 3 fois. Ainsi naissent des instants de prodigieuses émotions, de curieuse euphorie, de folle communion. Ces moments singuliers dont rêve chaque joueur, peut-être même chaque homme, mais que seul le buteur a le bonheur de vivre. Que ressentent-ils pendant ces quelques secondes? Les mots leur manquent pour le décrire.
Mais tous se souviennent dans les moindres détails de la minute la plus étourdissante, du but le plus enivrant de leur carrière. J'étais en 8e de finale de Ligue des Champions. C'était un but parce qu'on n'était vraiment pas favoris. Tout le monde pensait que Manchester allait nous écraser, un truc comme ça. Puis j'ai enchaîné 3 touches de balle rapides et j'ai frappé. Donc en plus, dans la cage, c'était Van der Sar, un gardien que j'aimais. Ce but-là, ça m'a fait beaucoup de bonheur. Des frissons, on va dire, des frissons, beaucoup de joie. On pense à tout le monde, toutes les personnes qu'on aime. Et voilà, on est fiers de ce qu'on vient de faire et on voit tous les copains sont contents. On est heureux de voir, quand on marque un but, tous ces gens sauter. C'est ça qui est la joie de l'attaquant. Moi, je préparais toujours mes trucs. J'étais toujours... je voulais tellement marquer, j'étais tellement... J'ai une confiance en moi que j'étais prêt, quoi. C'était à Salamanque. J'ai marqué un but, j'ai ouvert le bras et les gens commençaient à associer à l'Aigle des Açores. Et après, bon, j'ai dit que c'est une bonne manière de faire un hommage à mon île et j'ai continué. Et si je peux donner un conseil à un attaquant, c'est qu'il trouve quelque chose qu'il fait pendant une carrière. J'habitais à Arles, au quartier, à Bariol, et j'avais un copain à moi, Emmanuel Lopez. Il faisait de la gym. Et moi, j'étais pote avec son frère Jean. Et on jouait au foot ensemble. Et Emmanuel, il venait nous chambrer. Ouais, j'arrive à faire ça. Il faisait des cabrioles et tout. Putain, moi, j'ai dit, putain, je peux pas le laisser comme ça. Donc un jour, je suis parti. J'ai fait une rondade, un sato, bam. Et je me suis mangé. Jusqu'au jour où j'ai réussi. J'ai du mal à comprendre les buteurs qui expriment rien. C'est une pression, une tension que j'ai toute la semaine. Faut que je marque. Et quand je marque, faut que ça sorte. C'est obligatoire. Sinon, je peux pas le garder. Mon but contre Rennes, où on joue pour le titre et le match nul, un partout, et il nous fallait absolument une victoire. Et quand je marque le but du 2-1, le but de la délivrance, ça m'a fait un bien incomparable. C'est sûr que c'est incomparable. Chaque joueur vous le dira, c'est vraiment incomparable. Inouï, inexplicable, c'est un vrai bonheur. La demi-seconde où on marque, c'est intérieur, ça nous prend, ça nous transporte. C'est un bonheur total, c'est super beau, je sais pas comment l'expliquer, c'est au fond de soi, on se dit ouais, on a fait un super boulot aujourd'hui et c'est bon pour la suite, quoi. C'est un soir, c'était contre Lens, j'ai dû marquer 2-3 buts. Et ça avait été plein de bonheur, on a fait 3-3. On menait 3, on a fait 3-3, mais c'était des moments tellement forts. C'était... Quand vous êtes attaquant, que vous voyez frapper, et que vous voyez bouger ces filets, c'est des moments qui sont... C'est énorme. Quand tu fais vibrer les filets, c'est une joie, je sais pas, dans ton cœur, ça... Je sais même pas, t'as la chair de poule. Des fois, tu peux faire des trucs bizarres, tu peux courir partout, tu peux tirer la langue. C'est une drogue, c'est excitant, c'est une joie fantastique, ouais. C'est spécial. Une fois, on m'a demandé est-ce que c'est mieux que de faire l'amour. J'ai dit, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est dur à expliquer. Mais c'est bon, hein, c'est bon. C'est vraiment bon. Je me suis même fait faire des cassettes pour souvenir, pour montrer à tout le monde comme quoi j'étais un bon petit buteur, quoi. Ouais, non, je me suis fait faire des DVD parce que, voilà, c'est pas évident de faire des DVD de tacle, des DVD de relance, quoi. C'est vrai que c'est un petit bonheur égoïste que j'aurai toute ma vie. Ce qui me plaisait, c'est marquer des buts, aller au public, machin, parce que moi, je pense que c'est un tout, quoi. Tu marques pas que pour ta pomme, quoi. Tu marques pour ton équipe, tu marques pour les gens qui sont dans la tribune. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est... et ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait rêver ?» Et ben moi, je trouve ça magique, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que vous m'avez fait rêver? Qu'on a la joie du buteur, ce qu'on peut ressentir intérieurement, la chair de poule, quand on voit les supporters qui vous acclament, il n'y a rien de plus beau. Trop bon. Et moi, je ne peux pas sentir ça maintenant. Mais c'est quelque chose... Oh là là. Même maintenant, quand je regarde des vidéos de tous les buts que j'ai marqués, je sens la même pression que je sentais avant. C'est quelque chose de différent. C'est le spectacle de football. Tu vois tous les gens contents, tu vois tout le public, tu vois le bruit. C'est quelque chose que c'est nécessaire à marquer pour sentir ça. Ça te manque? Beaucoup.
Beaucoup. Trop dur d'arrêter le foot, trop dur de se dire ah bah je vais pas jouer, je vais pas prendre mon sac, m'entraîner, rigoler avec les collègues, courir dans tous les sens, c'est très dur, ouais. Ce qui c'est un buteur, c'est l'homme le plus heureux du monde. C'est le joueur le plus heureux du monde sur un terrain. Parce que imaginez que vous jouez pour rendre heureux 10 autres, 20 autres dans son équipe, plus 40, 50 000 personnes, et des fois des millions de personnes sur une Coupe du Monde. Je pense que je suis fier et heureux. C'est le poste le plus heureux de football, c'est l'attaquant. C'est un poste difficile, mais c'est aussi pour moi le meilleur poste sur un terrain de foot. Tu es là parce que tu fais gagner ton équipe, tu marques un but. Et voilà, tout le monde a envie de marquer, même les défenseurs ils ont envie de marquer. Aujourd'hui, je suis une personne que j'ai une belle vie, je suis une personne contente, mais je suis sûr d'ici à la fin de ma vie, jamais je vais sentir que j'ai senti pendant 7, 10, 15 ans que j'ai joué au football. Ça, que j'ai aimé le terrain, j'ai aimé le foot, j'ai aimé le ballon, j'ai aimé le but. Un jour au lieu, tu sors ça. Même tu dis, l'entraîneur, tu peux être où tu veux, mais c'est pas la même chose. Peut-être tu demandes ça à un défenseur en milieu, il va pas dire la même chose. Mais une personne qui aimait marquer des buts comme moi, c'est jamais je vais être la même personne, c'est impossible. Bientôt sur les terrains apparaîtront de nouveaux attaquants. Bientôt, eux aussi impressionneront par leur talent, leur instinct, jusqu'à peut-être révolutionner leur art. Eux aussi vont douter puis renaître, disparaître pour étinceler de nouveau. Eux aussi seront nés buteurs et le resteront toute une vie. Un troisième. Yeah!